Bonsoir à tous. La crise se poursuit en Biélorussie, ancienne République soviétique. Décryptage dans quelques instants avec notre invité, M. Stéphane Chmelevski, ancien ambassadeur de France à Minsk. Près de 2 mois après la réélection contestée, c'était le 9 août, d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans, des manifestations se poursuivent chaque dimanche à travers le pays, réunissant des milliers de personnes de tous horizons. Et parmi ces personnes, il y a des catholiques. Certains ont critiqué les violences commises par les forces de l'ordre à l'égard de manifestants. Et la réponse du régime ne s'est pas fait attendre. Le 31 août, l'archevêque de Minsk, Monseigneur Tadeusz Kondrousiewicz, alors en déplacement en Pologne, s'est vu interdire par les autorités biélorusses le retour dans son pays. Alors pour commencer cette édition, quelques repères géographiques. La Biélorussie est située en Europe de l'Est. Elle partage ses frontières avec 5 pays, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Russie et l'Ukraine. La Biélorussie a historiquement été polonaise. Elle compte aujourd'hui 9,5 millions d'habitants, majoritairement orthodoxes. Ils seraient entre 75 et 80% de la population, selon des estimations bien sûr, et les catholiques 10 à 15%, entre 1 million et 1,5 million de fidèles, dont 3 000 gréco-catholiques. Les évangéliques pentecôtistes représentent, eux, 3 à 4%. Monsieur Stéphane Chmelevski, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints le temps de cette édition. Vous avez donc été ambassadeur à Minsk, c'était entre 2002 et 2006. Auparavant, votre carrière diplomatique vous avez conduit à Varsovie, Berlin, Boston. Et puis après Minsk, vous étiez à Paris, au Quai d'Orsay, en tant que conseiller aux affaires religieuses. Vous êtes actuellement président de l'Association des Amis de Franz Stock. Alors une première question, toute simple. Comment est-ce que vous observez la situation? Vous avez bien connu le pays, vous y étiez en 2006, il y avait déjà une crise à ce moment-là, électorale. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Je l'observe avec une sensation de déjà-vu, puisque en 2006, juste l'année de mon départ, la répétition de ces événements s'est déjà produite. Simplement, à l'époque, les manifestations ont duré grossièrement 8 jours, peut-être 15, et pas plus. Comment ça se fait, ça, qu'il y ait cette différence, et pourquoi est-ce que ça perdure aujourd'hui? Alors, d'abord, le temps a joué, et il a joué en la défaveur du régime. C'est-à-dire que dans la population, le sentiment de ne pas vivre normalement, à certains égards, a commencé à croître. Donc il y a alors qu'en 2006, il y avait manifestement une espèce d'élite intellectuelle qui menait les choses, aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que tout le monde est dans la rue, ou beaucoup sont dans la rue. C'est ça la grande différence. Enfin, j'ajouterais que probablement la gestion quelque peu hasardeuse de la crise du Covid par Loukachenko a probablement été pour beaucoup pour convaincre que les Biélorusses normaux, et pas particulièrement agités par quelque idée spirituelle ou intellectuelle que ce soit, que Loukachenko n'était pas le père de la nation qu'il prétend être. Donc ça a été la goutte d'eau, Voilà. La gestion de la crise du Covid. Je précise à ce sujet d'ailleurs que la Biélorussie est le seul pays en Europe où les églises sont restées ouvertes. Et donc les fidèles ont pu participer aux messes et avoir d'autres sacrements également. Vous le disiez, les manifestants, on voit un peu de tout. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement aujourd'hui? Eh bien, ils demandent une nouvelle équipe gouvernementale, quelle qu'elle soit, et qui pourrait les emmener vers une situation dans laquelle, tout en affirmant la personnalité du pays, ils seraient en mesure de faire ce qu'ils aspirent profondément à faire, c'est-à-dire d'être un espèce de pont entre le monde ex-soviétique, dont ils font partie d'une certaine façon,
et l'Europe. Je crois que c'est le sentiment général qui résume le mieux les aspirations, même lorsqu'ils n'en sont pas complètement conscients, même lorsque c'est beaucoup plus confus, les aspirations de ces gens. Est-ce qu'ils veulent sortir du giron russe? Ou est-ce que ce n'est pas ça la question? Alors, bien entendu, ils sont très conscients que la Russie pèse de toutes ses forces sur le destin de leur pays. Et il y a un certain sentiment de rejet, mais ce sentiment de rejet n'est pas absolu. Leur situation, le mariage de leur culture, puisque c'est un pays qui est en fait sur la ligne de fracture entre l'orthodoxie byzantine et le catholicisme romain, cette situation, ils la vivent de telle façon qu'ils pourraient envisager quelque chose de plus équitable pour eux. Pour les catholiques en particulier? Pour les catholiques et même pour les orthodoxes. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Mais ça veut dire que dans ce pays, le regard que portent les orthodoxes sur les catholiques et inversement n'est pas celui que l'on rencontre généralement en Russie. En Russie, pour prendre cet exemple, le terme jésuite fait partie des insultes. En Pologne, en Biélorussie, veux-je dire, pas du tout. Il y a un vrai brassage. Il y a un vrai brassage. Oui. Et ensuite, ce qui se produit, c'est que, étant donné que la Biélorussie a tout de même, une bonne partie de la Biélorussie d'aujourd'hui a tout de même vécu démocratiquement jusqu'en 1939, puisqu'elle était une partie de la Pologne, eh bien, un certain nombre d'habitudes ont été prises. Et donc, tout ceci c'est fait que aujourd'hui, si vous me placez les yeux fermés en Biélorussie, sans que je sache où je me trouve, il me suffira d'ouvrir les yeux, si c'est à la campagne, naturellement, pour voir si nous nous plaçons dans l'ancienne partie polonaise, où vous avez, bien sûr, ce sont des terres qui ont été largement collectivisées, mais cela porte encore la marque de l'agriculture privée. Tandis que si c'est dans la partie ex-soviétique, si l'on peut dire, alors là, c'est évidemment les champs à perte de vue, les batteries de moissonneuses-batteuses qui rouillent à la lisière, etc. Ça se manifeste très physiquement. Oui. Et j'ajouterais qu'il y a eu énormément de mariages mixtes. Donc la frontière entre les deux religions, elle passe au milieu des foyers, et ça se passe très normalement, de façon très agréable et très sereine. On a en tête la comparaison avec ce qui s'est vécu en Ukraine et ces affrontements très, très frontaux et cette volonté de se tourner aussi pour partie vers l'Ouest, l'Ukraine de l'Ouest. Est-ce que c'est comparable ou c'est très différent le contexte biélorusse? Non, je pense que c'est comparable avec tout de même des pays dont la taille et les moyens sont très différents. La Biélorussie est vraiment extraordinairement dépendante de la Russie. L'Ukraine, moins, enfin ça dépend encore des parties de l'Ukraine, mais sinon, en gros, les choses sont assez comparables. D'accord. On a envie de comprendre aussi quel a été ce rôle joué par les différentes confessions chrétiennes. Alors les catholiques, je le disais, à l'archevêque de Minsk, Monseigneur Tadeusz ne peut pas repartir en Biélorussie. Son passeport lui aurait été retiré. Il se trouve actuellement en Pologne depuis un mois maintenant. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment se sont positionnées les différentes églises? On va parler des catholiques d'abord. Je crois que tout ceci tient au caractère particulier des églises en présence, si l'on peut employer ce terme. Du côté catholique, et c'est un vieux reproche qui remonte à Staline et au-delà, n'est-ce pas? Du côté catholique, les catholiques sont perçus par ceux qui leur sont antagonistes comme des gens d'abord qui ne sont pas tout à fait des vrais patriotes,
Pourquoi? Parce qu'ils ont un chef à l'étranger. C'est le caractère d'église universelle, enfin leur appartenance à une église universelle qui pose problème au régime. Et donc, ce qui est arrivé, je pense à Monseigneur Kondrusiewicz, qui est pourtant un maître en la matière, parce que vous savez qu'il a exercé des fonctions à Moscou auparavant, eh bien, c'est tout simplement la réaction d'un régime pour lequel n'importe quelle, la plus innocente, dirais-je, des activités d'ordre évangélique, un pèlerinage, des choses basiques sont conçues comme des manœuvres politiques pour entacher son pouvoir. C'est ça qui est caractéristique. Alors, du côté orthodoxe, évidemment, on a les survivances de la tradition byzantine, où il y a une symphonie des pouvoirs entre l'État et l'Église orthodoxe. Et dans la pratique, Loukachenko a repris, si j'ose dire, les mauvaises habitudes de l'Union soviétique, c'est-à-dire que il considère que les chefs religieux, et orthodoxes en particulier, lui doivent une obéissance au doigt et à l'œil, et même un certain nombre de moyens d'existence, puisque, par exemple, en Biélorussie, comme en Russie, un certain nombre d'activités de l'Église orthodoxe sont financées directement par des concessions commerciales. En Biélorussie, il s'agit du commerce des spiritueux ou du tabac. Attribué par l'État. Attribué par l'État, puisque l'État a un monopole. Et donc, si vous voulez... Ça fait vivre l'Église orthodoxe. Ça fait vivre, pas seulement, mais ça fait vivre très largement l'Église orthodoxe. Et par conséquent, eh bien, quand on est dans cette situation-là... Ils sont tenus. Ils sont tenus. Alors, quelques éléments importants justement concernant l'Église orthodoxe. C'est un changement inattendu qui est survenu fin août à la tête de l'Église. Monseigneur Benjamin a été nommé nouveau métropolite de Minsk par le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe, puisqu'effectivement l'Église biélorusse appartient à l'Église russe. Quelques chiffres également. La Biélorussie compte 12 diocèses orthodoxes et environ 1000 prêtres et diacres. Monseigneur Benjamin est le premier Biélorusse qui a été nommé métropolite à Minsk, puisque son prédécesseur était russe. Alors, quel regard portent les orthodoxes sur cette nomination et sur le rôle que l'Église orthodoxe pourrait jouer dans la crise politique que traverse actuellement leur pays? Nous avons demandé son point de vue au père Georges Chevko, qui est prêtre orthodoxe biélorusse en mission en France depuis 15 ans. On l'écoute. Métropolite Benjamin, c'est le premier évêque, premier chef de l'Église biélorusse qui est de nation biélorusse. Et c'est quelqu'un qui connaît bien et fondamentalement ce qui se passe. C'est quelqu'un qui pourrait très vite et comme il faut réagir aux demandes par rapport aux demandes de la nation et des orthodoxes, qui encore une fois représentent la majorité du peuple biélorusse. Le premier défi, c'est bien être avec le peuple pendant tous les tumultes, avec toutes les tribulations que le peuple vit actuellement. Et il faut être vraiment présent, il faut aller vers le peuple et l'écouter. C'est tout à fait important. Et je pense que c'est un peu la stratégie, si on peut employer ce mot pour l'Église, du métropolite Benjamin. Même parmi les prêtres et les clercs de l'Église biélorusse, il y a une sorte de division, et elle n'est pas catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a des points de vue qui sont divergents, qui ne sont pas les mêmes. Eh bien, il y avait plusieurs cas lorsque le métropolite Benjamin a réuni les personnes qui avaient des positions différentes. Et c'est quelque chose qui me rassure personnellement, qui me donne l'espoir que, avec l'Église, et que l'Église biélorusse pourrait être une institution qui pourrait faciliter cette entente entre les deux camps.
Une réaction, je vous voyais sourire sur cette question de la divergence. Il y a des points de vue différents entre les prêtres, oui, les religieux. je voudrais pas que vous déduisiez de mes propos que l'Église orthodoxe biélorusse est monolithique. Oui. C'est pas le cas du tout. De toute façon, elle est constituée à la base de croyants qui cherchent à faire leur salut. Il faut toujours le rappeler. Mais dans la hiérarchie, c'est quand même beaucoup plus difficile. Moi, je vous donne une analyse qui est plutôt une analyse politique. Et donc, à ce titre, la liberté de manœuvre du prédécesseur du nouvel exarque Monseigneur Pavel était extraordinairement limité, bien que lui-même n'en pensait pas moins. Mais Benjamin arrivera-t-il à être sur ce chemin très très étroit qui est le sien? Si j'ai souri tout à l'heure, c'est parce que je pense que c'est un petit peu un espoir que je partage, mais qui me semble avoir peu de chances de se réaliser. Alors, c'est le premier Biélorusse. Avant, c'était des Russes qui étaient nommés à la tête de l'Église Biélorussie. Est-ce que il faut y voir quelque chose derrière, un signe particulier ou... Bon, c'est probablement plus une habileté politique qu'autre chose. Alors, le fait de savoir s'il a été biélorusse, à mon avis, pour les Biélorusses, est secondaire. Ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'il a vécu. Parce que comment son passé, si vous voulez. À cet égard, je voudrais rappeler qu'il y a vraiment un héros religieux en Biélorussie, un personnage qui n'existe plus aujourd'hui, c'est le cardinal Casimir Świątek, qui, lui, méritait l'affection de la population, tout simplement parce qu'il avait partagé depuis 1939 tous ces malheurs et toutes ces souffrances, y compris la prison, l'arrestation, etc., etc. Donc les catholiques qui ont aussi souffert et avec cette figure qui incarnait ces souffrances-là. On va aussi parler du rôle social de l'Église orthodoxe biélorusse. On écoute le témoignage de sœur Alexandra, religieuse au monastère orthodoxe de Minsk, jointe par Domitille Blanc. Près du monastère, nous avons le centre hôpital psychiatrique. C'est un des plus grands centres en Europe. Il y a 12 000 malades par an là-bas. Et il y a aussi un petit bâtiment consacré aux enfants multi-handicapés, malades psychiques. Ce sont les enfants trisomiques. Le deuxième grand travail, c'est le centre d'accueil pour les personnes sans abri. Le monastère se trouve dans le banlieue de la capitale, de Minsk. C'est une région un peu pauvre et il y a beaucoup de gens qui sont sans abri, sans domicile fixe, et les gens qui ont sorti de la prison, et comme ça ils se sont adressés aux sœurs pour demander de l'hébergement, et maintenant c'est le centre qui est capable d'accueillir à peu près 120 personnes. Voilà. Et ce sont les gens qui vraiment recommencent leur vie sans alcool, sans drogue, qui travaillent beaucoup dans les ateliers, qui font tout ce que nous proposons pendant nos missions, des choses de piété, des ornements pour l'Église. Voilà, l'action sociale de l'Église, que ce soit du côté orthodoxe ou catholique, elle est importante ? Alors, dans la tradition catholique, elle est maximale dans les conditions qui sont celles de ce régime.
Ça peut être quoi, par exemple, que font les catholiques sur place? C'est tout, c'est-à-dire que c'est des associations paroissiales, c'est un accompagnement des gens chez eux, ça tranche évidemment avec la période soviétique et en Biélorussie post-soviétique, où finalement, à part la liturgie, enfin, on cherchait à contenir les religions dans les églises. Et surtout pas ailleurs. Alors pour les orthodoxes, d'une certaine façon, c'est une nouveauté. Ça date évidemment d'après 90, en Russie comme en Biélorussie, et c'est un chemin qu'ils doivent absolument prendre. J'ai souvent entendu des hiérarques orthodoxes parler avec des catholiques en leur disant « Ah, la jeunesse, comment faites-vous avec la jeunesse? Vous avez tout à nous apprendre sur la jeunesse. » Donc l'espoir, il est là. Mais en Biélorussie, pour ne prendre que cet exemple, la jeunesse, elle va dans les stades, dans les formations style pionnier ou même dans des formations paramilitaires. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui existent pour les jeunes côté Église. Oui, c'est ça. Alors j'espère que ça pourra s'agrandir, parce que vraiment, c'est la jeunesse qui est l'objet du combat. Vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui avait changé par rapport à 2006. Il y a quand même aussi le résultat du fait qu'il y a des générations nouvelles qui sont arrivées, qui n'ont pas connu l'Union soviétique pure et dure, et qui ont connu, en revanche, par des voyages que l'Union européenne et notre pays en particulier s'est acharné à favoriser en faisant des tarifs de visas spéciaux pour les jeunes, des voyages en Pologne, des voyages en Lituanie. Un jeune Biélorusse qui passe 2 jours en Pologne à Białystok ou 2 jours à Vilnius ne rentre plus en Biélorussie, c'est plus le même. Il voit ce qui se passe ailleurs. Oui. Dernière question, finalement, à quel prix la Biélorussie peut devenir un pays libre? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme horizon dans cette période très, très compliquée qui se vit? Je suis malheureusement assez pessimiste. Je crois que la première chose à considérer est que la Russie ne lâchera pas la Biélorussie. Ça n'est pas possible. Et surtout dans les circonstances où on aperçoit très bien un regain de nationalisme. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un enjeu qui sera le signe de la façon dont un affrontement qui se dessine, ou qui j'espère n'arrivera pas, mais avec l'Europe occidentale, le régime biélorusse a toujours eu extrêmement peur de cette solution. Il est vrai que, de temps en temps, Loukachenko a essayé, pour faire pièce aux Russes, de donner des signes favorables à l'Europe, mais ça n'a jamais été une affaire de conviction, mais une affaire de circonstances et de balance à tenir entre les deux pouvoirs. Donc, la Biélorussie, demain, ce qui me paraît clair, c'est que Loukachenko n'est pas décidé à partir. Je ne sais même pas dans quelle mesure, sans violence, les Russes pourraient agir en ce sens, si c'était dans leur plan. Donc, une perspective dans laquelle c'est un pays qui pourrait assumer son propre destin véritablement et servir encore cette vocation de pont entre l'Est et l'Ouest, ça me paraît malheureusement du domaine un peu du rêve en ce moment. Merci beaucoup, Monsieur Chmielewski, pour votre décryptage sur la situation biélorusse et ce qui concerne les chrétiens. On va évidemment continuer à suivre avec attention la situation dans ce pays. Et puis on va tout de suite parler de quelques autres actualités d'églises ailleurs dans le monde.
Faire de la crise de la Covid-19 une opportunité. C'est la teneur du message du pape à l'ONU pour le 75e anniversaire de la création de l'ONU. Il s'est adressé par vidéo aux chefs d'État du monde entier. Dans son message, le Saint-Père souhaite que la crise née de la Covid-19 soit une opportunité pour générer une société plus fraternelle et compatissante. On écoute un extrait de ses propos. La pandemia nos llama, de hecho, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. Inquiétude concernant le Caucase, le vieux conflit qui oppose l'Arménie, première nation chrétienne dans l'histoire, et l'Azerbaïdjan, voisin, à propos de la région du Haut-Karabakh, s'est à nouveau ravivé ces jours-ci. De violents combats ont éclaté le 27 septembre. Le même jour, lors de l'Angélus, le pape François a appelé les deux pays à résoudre leurs problèmes à travers le dialogue et la négociation. L'enjeu est territorial. Le Haut-Karabakh est passé depuis le milieu des années 90 sous contrôle arménien. Cette région est majoritairement chrétienne. Le catholicos, Karakin II, patriarche suprême de tous les Arméniens, a adressé quant à lui hier une lettre à l'ensemble des diocèses et communautés de l'Église arménienne, les appelant à soutenir l'armée et à fournir toute l'aide possible au peuple du Haut-Karabakh. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. Au revoir.